Salut à toi. Tu vois cette image? C'est exactement la raison pour laquelle on a besoin du Web3. Aujourd'hui, on va voir ensemble le premier rapport crypto par A16Z, qui est une grosse société d'investissement. Je t'en parle juste après. Et dans ce rapport, il dévoile les dessous cachés du Web2 et pourquoi on a besoin du Web3 plus que jamais. Les informations développées par ce rapport sont surprenantes parce qu'elles mettent en lumière les abus, les travers du Web2. Et quand tu comprends ce qui se passe derrière notre dos, quand tu comprends les travers et les abus de la centralisation, tu comprends pourquoi aujourd'hui le Web3 c'est essentiel. Tu comprends pourquoi la blockchain aujourd'hui c'est la plus grande révolution après Internet. Mais l'aspect le plus important, c'est que c'est une révolution qui peut être portée par la communauté et pas par un groupe d'investisseurs dans leur tour d'ivoire. Au-delà de ça, tu verras que le Web3 permet de rendre à César ce qui appartient à César. Parce que ce qui s'est passé, ça ne doit pas se reproduire. Donc tu connais, si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, DeFi. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à la lettre alpha et si tu es quelqu'un de l'action, tu peux rejoindre le club Premium Alpha où on a un challenge de passer de 1000 $ à 10 000 $ en crypto. On va tout documenter, il y aura des tutoriels de toutes les plateformes DeFi qu'on utilise, donc ce sera vraiment intense, ce sera de la pratique et tu vas apprendre beaucoup de choses. Le lien sera en description. Maintenant, on commence avec A16Z. Donc, comme je te le disais juste avant, A16Z, c'est une société d'investissement. Ils ont investi dans beaucoup de projets crypto. Ils investissent des millions de dollars. Donc, ils sont calés sur le sujet. Parmi les projets crypto de leur portfolio, on peut retrouver Avalanche, Coinbase, NIR, OpenSea, Yuga Labs. Donc, des pointures, tu vois. Et la dernière nouvelle, c'est qu'ils ont décidé d'allouer 600 millions de dollars pour investir dans l'industrie du gaming et du métaverse. Et là, on va comprendre pourquoi en passant en revue leur rapport. La première question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi le Web3 aujourd'hui c'est vital? Tout simplement à cause de ça. On perd le contrôle de ce qui est censé nous appartenir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça s'est déroulé. Si on prend l'exemple de Facebook, par exemple, au début, Facebook crée sa plateforme, il réussit à attirer des utilisateurs, il y a de plus en plus d'utilisateurs, donc énormément de données sont gérées, et puis Facebook se demande qu'est-ce que je vais faire de toutes ces données. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a tout simplement décidé de les extraire et les exploiter pour se faire de l'argent sur notre dos. Et ça, tu vois, c'est pas normal. Malheureusement, c'est rendu possible par la centralisation et le manque de transparence. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs scandales qui ont mis en lumière l'exploitation abusive de nos données, comme Cambridge Analytica par exemple. Ensuite, A16Z nous fait un rappel des différents internets. On parle de Web 1, Web 2, Web 3. Donc très rapidement, le Web 1, on le qualifie comme read only, donc un web où on pouvait uniquement lire, parce qu'en fait, il fallait des compétences techniques très pointues pour créer des sites internet, que c'était pas accessible à la majorité, c'était accessible à une infime partie de personnes. Ensuite, il y a le Web 2 qui est un peu l'essor de la créateur économie parce que dans le Web 2, c'est beaucoup plus facile de créer un site internet. Tu as des plateformes clés en main. C'est aussi l'essor des réseaux sociaux où tu peux publier du contenu, rajouter des commentaires et tu vois, tout ça, ça génère énormément de données et c'est là où les GAFAM ont décidé de partir en sucette et d'exploiter nos données pour se faire de l'argent. Et c'est là où on voit tout l'intérêt et la pertinence du Web3 parce que ce qui caractérise vraiment le Web3, c'est la dimension d'appartenance. Dans le Web3, déjà, le Web3 a pour maison la blockchain. Et la blockchain, c'est régi par la décentralisation et la transparence. Bon, en théorie, parce que si on creuse un peu, il y a quelques travers, mais en tout cas, ça tend vers cet idéal. Et si on compare le Web 2 au Web 3, par exemple, en termes de répartition de valeur, dans le Web 2, quand un projet marche, c'est principalement les investisseurs qui se mettent bien et nous, on a quelques miettes si on a de la chance. Dans le Web 3, c'est totalement différent parce que généralement, quand un projet se lance, il lance son token et chaque personne peut acheter le token du projet. Et quand elle achète le token, c'est comme si elle détenait une petite partie du projet et chaque partie prenante perçoit la même valeur en fonction de son investissement dans le projet. C'est-à-dire que si le projet, donc le token du projet va to the moon, on se met tous bien.
Après, il y a d'autres travers. Par exemple, quand un projet se lance, ils font d'abord une vente privée où il y a des gros investisseurs qui peuvent acheter le token à un prix préférentiel. Mais de manière générale, la répartition de valeur dans le Web3 est nettement mieux que dans le Web2. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on va parler de la gouvernance. Dans le Web 2, on a une gouvernance centralisée où tu as un groupe qui prend les décisions et le reste compose avec, alors que dans le Web 3, tu as une gouvernance participative et décentralisée. Pratiquement toutes les parties prenantes peuvent avoir un pouvoir de décision dans l'évolution du projet et on va comprendre ça encore mieux quand on va parler des DAO tout à l'heure. Maintenant, je voulais qu'on parle des cycles parce que c'est extrêmement important. En fait, c'est extrêmement important de comprendre cela parce que c'est vraiment ce qui va te permettre de gagner de l'argent et de mieux gérer tes émotions. Ça va te permettre d'appréhender le marché crypto avec beaucoup plus de sérénité concernant tes investissements. Et A16Z nous dit que le crypto évolue en cycle. Il met en avant 4 parties, les prix, l'intérêt, les nouvelles idées, les startups et les projets. Donc quand le prix est en hausse, l'intérêt est en hausse, tout le monde est content. Mais quand le prix descend, l'intérêt baisse. Et cette période de baisse, tu vois, c'est le meilleur moyen pour que de nouvelles idées émergent et que de nouveaux projets ou startups se créent. Parce que c'est en période de bear market qu'il faut justement construire pour après être prêt pour le prochain bull run. Donc bear market, c'est une période où très simplement, c'est une période en fait où le marché est en baisse. Bon, après, tu as plusieurs définitions en fonction des personnes, mais la définition simple serait ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que malgré les fluctuations du marché, sur le long terme, le marché crypto est en constante augmentation. Et un exemple très concret qu'on peut voir dans la vie réelle, c'est qu'actuellement, on est dans une tendance assez baissière, mais chaque semaine, pratiquement chaque semaine, tu as des nouvelles entreprises qui embrassent le Web3 ou les cryptos. Par exemple, tu as Emirates qui a décidé d'accepter le Bitcoin, Starbucks qui va utiliser les NFT, Decathlon aussi, Spotify aussi, Gucci qui accepte les cryptos. Alors que là, on est en période de marché qui est assez baissière. Mais tu vois que quand le marché va repartir à la hausse et que l'euphorie sera de retour, ça va être, bah, tu sais quoi, abonne-toi parce que ce qui est sûr, c'est qu'on sera là aux premières loges. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les périodes calmes sont les meilleures périodes pour construire. Et je voulais te parler du Bitcoin parce que ce qui est aussi assez drôle, c'est que depuis 2011, tu as plein de médias qui annoncent la mort du Bitcoin. Et là, tu vois un site qui recense toutes les fois où le média a annoncé que le Bitcoin était mort. Et spoiler alerte, le Bitcoin n'est pas mort, le Bitcoin est toujours là. Une autre chose, c'est qu'on compare souvent le Bitcoin à l'or numérique. Et quand on compare leur market cap, on voit que la market cap de l'or est de 11 trillions et la market cap du Bitcoin est de 566 millions, ce qui est rien du tout comparé à l'or. Donc, c'est encore le début en fait, c'est encore le début, c'est encore le commencement, tout est encore à faire et je terminerai avec ce tableau qui est assez intéressant, qui compare le Bitcoin au fiat et à l'or, donc ça montre aussi le potentiel du Bitcoin. Pour terminer avec les cycles, je voulais te partager cette image. C'est une image qui date, mais elle est toujours aussi pertinente. Et il y a un paradoxe assez intéressant, c'est que quand l'euphorie est à son paroxysme, c'est en fait le moment le plus risqué pour investir. Et les meilleures opportunités se présentent quand tout le monde se désintéresse du marché, quand le marché est dans la peur, quand le marché est énervé et en dépression et atteint ses prix les plus bas. Et quand tu comprends ça, tu comprends que actuellement, dans cette période baissière, c'est une opportunité incroyable pour commencer son DCA. DCA, c'est Dollar Cost Average. J'en parle aussi dans le challenge d'IK. Et même si tu as malheureusement investi sur un pic et que là, tu es en négatif sur ton investissement, si tu es ici pour le long terme, tu comprends qu'il faut rester serein et que le marché va reprendre un jour ou l'autre. Et tu peux aussi profiter de cette période pour mettre en place des stratégies pour faire fructifier tes cryptos, faire travailler ton argent. Et encore une fois, si ça t'intéresse, c'est ce qu'on va faire dans le challenge 10K. Tu retrouveras le lien en description. Maintenant, on va parler des blockchains. J'avais fait une vidéo sur la blockchain, je te la mettrai en description. Et quand on parle de blockchain, c'est intéressant de différencier les blockchains de Layer 1 et les blockchains de Layer 2. Donc très simplement, une blockchain de Layer 1, c'est une blockchain principale ou une blockchain mère. Et une blockchain de Layer 2, donc couche 2, c'est une blockchain secondaire qui se construit sur une blockchain principale.
Et A16Z nous dit concernant les blockchains de Layer 1 que même si Ethereum reste le numéro 1, il y a de plus en plus de blockchains de Layer 1 qui se développent et qui souhaitent avoir la même trajectoire qu'Ethereum. Et parmi elles, il y a NIR Protocol. J'avais fait une vidéo sur cette blockchain. Si tu ne l'as pas encore regardée, je t'invite fortement à la regarder parce que je pense que cette blockchain, c'est une pépite. Elle a un gros potentiel parce qu'elle a un concept assez innovant, assez particulier. Et A16Z nous parle aussi des Layer 2 sur Ethereum. Déjà, l'avantage des Layer 2, c'est qu'elles permettent de réduire les frais de transaction parce qu'on sait que sur la blockchain Ethereum, on se fait allumer. Et les Layer 2 peuvent proposer des frais de transaction beaucoup plus faibles tout en gardant la sécurité de la blockchain principale, donc dans ce contexte-là, Ethereum. Et actuellement, les Layer 2 se battent pour proposer les frais les plus faibles pour attirer de plus en plus d'utilisateurs. Maintenant, on va parler DeFi. Et là, c'est une partie très très importante qui met en lumière l'utilité, l'importance de la DeFi, mais surtout son intérêt ultime pour permettre à tous les êtres humains, peu importe leur situation géographique, de prendre ou reprendre le contrôle de leurs finances. Pourquoi? Parce que la blockchain est neutre, donc elle est accessible à tout le monde, il n'y a aucune discrimination et surtout un smartphone suffit pour faire ses premiers pas dans la DeFi. Et tu vois, ce schéma, il nous montre par exemple qu'il y a 1,7 milliard de personnes qui n'ont pas accès à un compte bancaire et parmi ces personnes débancarisées, 1 milliard de personnes ont accès à un téléphone et 480 millions ont accès à Internet. Et tu vois, je trouve que c'est magnifique parce que ces 480 millions de personnes qui ont accès à Internet, même si malheureusement elles n'ont pas accès à un compte bancaire, grâce à la DeFi, elles peuvent se créer un compte MetaMask, recevoir de l'argent, envoyer de l'argent et commencer à faire travailler leur crypto pour se développer un capital. Et on voit que la finance décentralisée crée des ponts là où la finance traditionnelle crée des murs. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup la blockchain. Je trouve vraiment que c'est une technologie merveilleuse. Après, il faut savoir comment s'en servir parce qu'il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de personnes malveillantes. Et après, malheureusement, c'est ça, hein, c'est partout. Mais si ça t'intéresse et que tu veux naviguer en toute sécurité, dans le challenge 10K, on va mettre en place plusieurs techniques, que ce soit farming, stacking, landing, borrowing. On va tout expliquer, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Et autre point intéressant concernant la DeFi, c'est que si on prend la TVL, donc la TVL c'est Total Value Locked, c'est le montant total d'argent bloqué sur la DeFi. Elle a grossi de 0 à 100 milliards de dollars en moins de 2 ans. Donc ça, c'est colossal. Bon, actuellement, c'est en baisse, ça atteint des plus bas, on va dire. Mais si tu te rappelles la partie des cycles, tu sais qu'il n'y a rien d'alarmant, c'est normal, le marché est cyclique. Et l'autre point très 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 intéressant du rapport, c'est que si on compare la DeFi à une banque et qu'on prend la TVL comme les fonds sous gestion que la banque DeFi gérerait, la DeFi serait la 31e plus grande banque américaine. Et ça, tu vois, c'est un truc de ouf. Et moi, j'espère vraiment que ça va se développer et que la DeFi pourrait faire partie je sais pas, des 20, des 10 premières banques US, entre guillemets. Mais je pense que quand les gens se rendent compte de l'opportunité de la DeFi et surtout de toutes les ouvertures qu'elle nous offre comparée à la finance traditionnelle, on ne peut qu'embrasser la DeFi et s'y intéresser et surtout essayer de développer son capital sur la DeFi. Maintenant, on va continuer avec les stablecoins parce que A16Z nous fait un résumé très clair, très concis des stablecoins. Il y a 3 catégories principales. La première, c'est les stablecoins qui sont backés par la fiat. Donc fiat, c'est la monnaie fiduciaire, c'est la monnaie qui appartient à l'État comme le dollar ou l'euro par exemple. Et le stablecoin le plus populaire qui est backé par de la fiat, c'est l'USDT. Donc c'est un stablecoin centralisé, ça veut dire que pour un USDT, Tether, donc l'USDT, a en réserve 1 dollar en théorie. La deuxième catégorie, ce sont les stablecoins qui sont backés par des cryptos. Le stablecoin le plus populaire, c'est le DAI. Donc, au lieu d'avoir une réserve en fiat, ils ont une réserve en crypto. Et on peut aussi parfois avoir des stablecoins surcollatéralisés, overcollateralized. Ça veut dire qu'ils ont dans la réserve plus d'USD en valeur que de stablecoins émis. Ça veut dire que, par exemple, si un stablecoin a 10 000 dollars en circulation,
il a une réserve qui a plus de 10 000 $, donc ça aussi c'est quelque chose de rassurant. Maintenant, la troisième catégorie, c'est les stablecoins algorithmiques. Alors là, j'ai envie de te parler de l'UST qui nous a quittés malheureusement dernièrement, mais bon. Si on prend maintenant la demande des stablecoins, l'usage des stablecoins, on voit que même si c'est encore faible comparé à l'USD, c'est en hausse, donc ça c'est très très positif. Alors là, ça fait déjà longtemps que je parle, donc je vais arrêter la vidéo là, mais il y aura une partie 2 que je publierai la semaine prochaine, et si tu regardes cette vidéo plus tard, tu retrouveras le lien en description. Et dans la partie 2, on va parler des NFT, on va surtout démonter les préjugés reliés aux NFT, on va aussi parler du gaming, du métaverse et du Web3. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et j'attends aussi tes retours sur la partie 1 et tu peux mettre un pouce j'aime pour soutenir. Puis si tu veux qu'on se retrouve de l'autre côté, tu as les liens pour rejoindre la lettre alpha et le club alpha. Pense à Dior toujours et moi je te dis à très 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 vite.